Bonjour, bienvenue sur cette playlist qui donne quelques outils de méthodologie qu'on peut utiliser pour résoudre des questions classiques sur des documents de géologie. Alors dans cette vidéo, nous allons voir précisément comment analyser des documents de géologie qui font intervenir les séismes. Il existe plusieurs types de questions que l'on peut rencontrer, que l'on voit ici. Alors la première concerne les questions où on demande dans un exercice de déterminer la profondeur d'une discontinuité et les vitesses de propagation des ondes de part et d'autre de cette discontinuité. L'exercice classique, c'est celui qui est représenté ici, qu'on a pu aborder dans le cours G1, à savoir on a un séisme, les ondes sont reçues à différents endroits. Les ondes qui sont reçues, ce sont des ondes directes, ce sont des ondes réfléchies, ce sont éventuellement des ondes coniques. Et la question, c'est quelle est la profondeur de ces discontinuités et quelles sont les vitesses dans le milieu 1 et le milieu 2. Pour répondre à cette question, on va faire ça en 3 étapes. La première, c'est qu'on va utiliser l'onde directe, qui est ici, pour déterminer la vitesse dans le milieu 1. En effet, c'est très simple, V égale D sur delta T, la distance on la connaît d'après l'énoncé, le temps mis par l'onde, on la connaît aussi par l'énoncé, c'est ce qui est représenté ici, et donc on peut faire l'application numérique et tomber directement sur V1. Dans un deuxième temps, une fois qu'on a ce V1, on va pouvoir donc réfléchir et déterminer la profondeur P. Alors comment on va faire pour ça? On va utiliser l'onde réfléchie, qui est ici, et le théorème de Pythagore. L'onde réfléchie, effectivement, je sais combien de temps elle a mis, et comme je connais la vitesse, je peux dire quelle est la distance parcourue par cette onde-là, en faisant D égale V fois delta T, ce qui est fait ici. Le V, c'est celui que j'ai obtenu précédemment, c'est pour ça qu'il faut faire dans cet ordre. J'obtiens ici 180 km, et donc comme c'est une onde réfléchie, et que dans l'énoncé, très souvent, le foyer, il est considéré comme superficiel, ça signifie que pour faire juste ceci-là, j'ai parcouru donc 180,3 divisé par 2. Et dans le triangle rectangle que je vais indiquer maintenant, je peux utiliser le théorème de Pythagore. Donc moi, je connais cette distance, je viens de la calculer à l'instant, et en faisant Pythagore, donc je peux déterminer justement la profondeur P. L'application ici nous donne ce résultat-là, 50 km de profondeur. Ensuite, dernière étape, il nous reste à calculer V2. Alors pour calculer V2, je vais utiliser sans surprise les lois de Snell-Descartes qui me donnent accès justement à une équation dans laquelle il y a V2. Alors ces lois de Snell-Descartes, je peux les utiliser au niveau des ondes coniques. Alors je peux prendre n'importe quelle onde conique, mais là je vais prendre ici, puisque j'ai cette distance d'après l'énoncé, la première onde conique. Mais encore une fois, si je n'ai pas cette distance, je peux faire sur celle-ci par exemple. Bon, là je prends l'onde conique qui est indiquée ici. Alors je vois tout de suite qu'ici donc j'ai un triangle isocèle, puisque la réflexion me donne I qui est ici égal à I. Et donc en utilisant dans ce triangle rectangle ici la tangente, pourquoi la tangente? Parce que j'ai ça et j'ai ça. Donc c'est très facile d'avoir la tangente de l'angle, c'est côté opposé sur adjacent. Je venais de calculer P précédemment, et du coup je trouve l'angle qui est ici. Et ensuite j'utilise Snell-Descartes là-dessus, avec la formule sinus I1 sur V1 égale sinus I2 sur V2, sachant que sinus I2 c'est I2 égale 90, donc ça fait 1 le sinus. Et comme ça, je bascule sur V2. Donc avec cette méthode, j'ai accès à V1, puis à P, puis à V2. Petite remarque pour finir quand même, dans ces exercices, très souvent, le foyer est considéré en surface, ce qui nous permet justement de faire nos constructions avec Pythagore et avec une onde directe qui parcourt exactement la distance que je vois en surface. Si jamais le foyer n'est pas superficiel, est à une profondeur h, alors c'est un petit peu plus compliqué, puisque l'onde directe, on voit que ce sera celle-ci, donc il faudra faire un petit triangle rectangle ici pour déterminer cette longueur-là et du coup avoir la vitesse. Et l'onde réfléchie, pareil, là la distance parcourue, elle est plus petite que celle-ci, donc je ne peux pas faire mon raisonnement, je divise par 2. Par contre, je peux faire une construction qui est celle-ci, en faisant un grand triangle rectangle, sachant que ce qui est là, c'est la même chose que ce qui est là. Et du coup, la distance parcourue ici, que je suis en train de suivre, c'est la même que cette distance-là. Et comme moi je connais ça, comme je connais la profondeur, et comme je connais ceci, et donc je connais tout ça, je vais pouvoir rebondir et trouver la bonne réponse. Deuxième exercice possible quand on parle des séismes, c'est des exercices qui nous demandent de déterminer justement l'épicentre du séisme. Alors souvent là on va considérer aussi un foyer qui est superficiel, et à quelle heure a eu lieu le séisme. Donc ça se présente comme ça, j'ai reçu à différents endroits des ondes P, des ondes S, on a une carte et on nous dit placer l'endroit du séisme et donner son horaire. Alors comment on fait pour ça? En fait on fait une petite astuce.
à savoir qu'on va utiliser le temps de retard des ondes S par rapport aux ondes P. On n'a pas le choix hein, parce que sinon on a trop d'inconnus par rapport au nombre d'équations. Alors expliquons ceci tout de suite. Alors si je prends donc le séisme qui a lieu quelque part mais je ne sais pas où, je sais en tout cas que la vitesse c'est la distance parcourue sur le temps mis, sachant que je n'ai pas le T0 encore. Hein. Donc j'ai le T1 mais je n'ai pas le T0. Hein. Donc ben, les ondes P, d'après l'énoncé, ça va à 5,6 km/s. Donc c'est D sur delta T. Le séisme, je ne sais pas où il a lieu, on n'a qu'à dire qu'il a lieu ici, donc c'est la distance entre ce point et S1, si je prends la station 1. L'onde S, donc elle a mis la même distance, D1, sur un autre delta T, mais ce delta T, quand je l'observe ici, finalement c'est le delta T des ondes P, plus ici 5,8 secondes. Et donc l'astuce elle est ici, je mets mon delta T, et comme ça, j'ai une deuxième équation avec delta T plus l'écart. Et du coup, j'ai deux équations, deux inconnues. Et ça, je peux les résoudre facilement. Voilà qui est fait. Donc, j'ai mon delta t et j'ai mon d1. Et maintenant que j'ai le delta t, par exemple, c'est 8,97 secondes, et je sais que je retourne ici sur cette ligne et je dis, le séisme, il a lieu à cette heure-là, moins 8,97 secondes. Donc, j'ai le T0 du séisme. Et en plus, comme j'ai D1, j'ai la distance de l'épicentre par rapport à la station 1. Ensuite, on fait ça pour les deux autres stations, pour avoir leur distance D2 et D3. Voilà qui est fait, avec l'énoncé qui est ici. Et ensuite, j'ai toutes les distances, et maintenant, il me reste, avec un compas, à déterminer justement la position de l'épicentre. Alors pour ça, au niveau de S1, je place la distance D1 de rayon et je fais un cercle. Je sais que le séisme il a eu lieu quelque part sur le cercle. Je fais pareil pour S2 et je fais pareil pour S3. Et donc, tous ces cercles se coupent à un seul endroit, qui est celui-ci, qui est donc la position de l'épicentre. Troisième type de question que l'on peut avoir quand on a des exercices ou des documents sur les séismes, ça concerne les techniques expérimentales de sismique réflexion. Alors, nous, ce qu'on fait dans les exercices d'application à notre niveau, c'est de la sismique réflexion verticale. Alors, petit rappel quand même du TPG1 sur la sismique réflexion. Donc, lors de la sismique réflexion, on a, alors en mer, je vais juste faire ça, mais on peut le faire avec des camions vibreurs sur Terre. Hein. Donc là, je suis en mer, donc on a finalement un émetteur ici qui peut émettre des ondes. C'est ce qu'on appelle, il génère un sisme artificiel. Alors, ça ne va pas aller très profondément, hein, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit désagréable pour les autres personnes. Donc, ça va générer des ondes. Les ondes vont éventuellement être réfléchies. Éventuellement, les ondes elles vont pouvoir passer à travers les différentes couches, puis éventuellement être réfléchies. Et donc, on a un système de récepteurs, hein, c'est ce qui est marqué ici, flûte d'hydrophone, qui peut récupérer toutes ces ondes-là. La loi de la réflexion et la loi de la réfraction de Snell-Descartes s'appliquent comme indiqué à cet endroit-là. Alors quand on a une longue flûte d'hydrophone comme ceci, hein, qui peut aller jusqu'à 1 km quand même de longueur, on parle de sismique réflexion multitrace. Alors en sismique réflexion multitrace, ce qu'on va voir donc c'est l'émission de différentes ondes. Par exemple, celle-ci, hop, elle rebondit, elle est reçue par le récepteur 1. Celle-ci, elle rebondit, hop, elle est reçue par le récepteur 3. Mais le récepteur 1 reçoit aussi celle qui passe à travers, qui rebondit sur celle-ci, qui revient et qui revient ici. Et le récepteur 1, il reçoit aussi une qui rebondit ici, qui revient là, hop, qui revient ici. Ça veut dire qu'il reçoit à différents temps, au temps T1, T2, T3, un signal. Ça, c'est pour celui qui est à la distance D1. Et le récepteur 2 qui est à la distance D2, lui pareil, il reçoit des signaux au temps T'1, T'2, T'3. Donc on reçoit finalement tout ça. Et ça, après traitement mathématique complexe et informatique, on en déduit finalement des profondeurs pour la couche 1, pour la couche 2, etc. Donc c'est un peu ce qu'on avait fait nous tout à l'heure, qu'on avait déterminé une profondeur à 50 km, mais on n'avait qu'une seule couche. C'était bien plus simple que ici. Mais on admet, nous, qu'avec tout ce qu'on a comme temps reçu et les distances, on peut faire un traitement et obtenir ceci. Un sismique de profil, un profil de sismique réflexion avec une profondeur en kilomètres. Alors en fait, dans les exercices, c'est pas ce qu'on nous demande. Souvent, on utilise la sismique réflexion verticale. Alors c'est un cas particulier où en sismique réflexion verticale, on a donc par exemple pour nous un bateau qui émet une onde, elle va rebondir et revenir. Et en fait, l'émetteur et le récepteur sont considérés comme étant au même endroit.
hein. Contrairement d'ailleurs à ce schéma qui illustre assez mal. Donc finalement, imaginons, lui il émet, pof, ça rebondit et ça revient. Imaginons que ça revient au temps, je sais pas, 0,53 secondes. Et bien dans ce cas, on met à cet endroit-là un petit truc noir qui nous dit ah j'ai reçu une onde à 0,53 secondes. Le bateau se déplace, il refait pareil, poum, ça rebondit, pareil à 0,53 secondes, ça nous fait un truc noir. On fait ça tout du long au cours du déplacement, et du coup on a du noir, du noir, du noir, du noir, et du coup vu de loin, bah, ça nous fait un trait, hein. C'est la fameuse discontinuité que l'on voit sur les profils de sismique réflexion verticale. Alors attention ici par rapport à tout à l'heure, l'unité c'est pas des kilomètres, l'unité c'est du temps double, hein. Par exemple ici, ça rebondit, et quand je l'ai reçu, c'était au bout de 0,52, j'avais dit, je sais plus combien là, 52 secondes, temps double. Du coup c'est marqué temps double en secondes. Et s'il y a une autre discontinuité, eh ben ça passe à travers, ça rebondit, ça revient et ça revient. Et dans ce cas, j'ai du noir en dessous. Donc ça, c'est l'idée de comment on construit un profil de sismique réflexion verticale. Et donc dans les exercices, qu'est-ce qu'on peut nous demander? Eh bien, prenons ce cas-là, on vous donne un profil de sismique vertical et on vous dit, ben voilà le profil, voilà les secondes temps double. Et donc là, j'ai un petit corps sédimentaire, je voudrais savoir quelle est son épaisseur, et puis aussi je voudrais savoir par exemple quelle est la profondeur de l'eau. C'est ce qui est marqué ici. Alors comment on fait pour répondre à ces questions? Alors la première chose à faire que moi je fais tout le temps, c'est que je vérifie. Je vérifie que j'ai bien des millisecondes temps double et que l'énoncé me donne bien des vitesses dans les différentes couches. Donc là, l'énoncé nous a donné une vitesse dans l'eau et une vitesse dans les sédiments qu'il a considéré comme constant, qu'on soit là-haut ou qu'on soit ici. Bon, ben, dans ce cas, ça va être simple. On va donc faire nos calculs. On utilise donc le profil et les vitesses. Par exemple, le fond marin, on voit ici, il est situé à 125 millisecondes temps double. Ça veut donc dire que l'onde, elle est partie du bateau, elle a rebondi, elle est revenue au bateau et ça a mis 125 millisecondes. Ça veut donc dire que pour faire un trajet aller simple, pas aller-retour, ça a mis donc divisé par 2, 62 millisecondes. Et comme ça va à 1500 mètres par seconde, V égale D sur dt, et j'obtiens que le fond marin, dans mon exemple, est situé à 94 mètres de profondeur. Et après le corps 3, ben, je peux faire le même raisonnement. Donc j'y vais. Le corps 3, donc l'onde, elle part d'ici, elle rebondit ici, et elle revient, ça a mis 175 millisecondes temps double. Et il y a une autre onde qui a passé à travers, qui a rebondi ici, et qui est revenue. Et là, ça a mis 218 millisecondes temps double. Ça veut donc dire que pour faire l'aller-retour ici, ben, j'ai mis 218 moins 175 millisecondes. J'ai mis 43 millisecondes temps double. Donc pour faire un aller simple, je divise par 2, je mets donc 43 divisé par 2, 21 millisecondes temps double, millisecondes temps simple, pardon. Et comme la vitesse, je la connais, 1700 mètres par seconde, je peux faire V égale D sur delta T, et j'obtiens donc ceci, et j'obtiens l'épaisseur de mon corps qui est ici, qui faisait dans mon exemple 36 mètres d'épaisseur. Attention, des fois, on a des échos, ça s'appelle. Par exemple ici, là, j'ai une discontinuité qui en fait n'existe pas dans la vraie vie. C'est exactement, on voit la même chose que ça. C'est ce qu'on appelle un temps quadruple. Il faut s'imaginer que l'onde qui part du bateau, elle a rebondi ici, 125. Regardez, elle rebondit, elle revient, s'il s'est passé 125. Il est possible qu'elle rebondisse, qu'elle revienne, qu'elle rebondisse sur la surface de l'eau, il y a une discontinuité par rapport à l'air, qu'elle revienne et qu'elle revienne. Elle a fait 2 allers-retours. Et ça lui a mis 125 fois 2. Et ça, si le récepteur il capte ça, et ben, à 125 fois 2, donc ça fait 250, et ben, il va aussi mettre la discontinuité. C'est ce qu'il a fait ici. Et ça tout du long, du coup j'ai ce qu'on appelle un écho ici. Quatrième type d'exercice qu'on peut vous demander, ce sont des exercices de calcul de magnitude ou d'énergie libérée par un séisme. Dans ce cas, il suffit, c'est très simple, d'utiliser les données de l'énoncé, qui nous donnent les formules des magnitudes ou de l'énergie. Dans l'exemple de la magnitude de Richter, la formule est ici, les formules ne sont pas à prendre, elles sont données par l'énoncé. Vous observez sur le sismogramme fourni l'amplitude maximale des ondes L, et on applique la formule, on trouve la magnitude. Si on demande l'énergie, on applique alors cette formule. Et on passe en 10 exposants pour faire sauter le log et obtenir le E. D'ailleurs, on voit ici, comme on l'avait dit en cours, que quand la magnitude elle augmente de 1, par exemple elle passe de 5 à 6, le E il augmente de fois 30. Puisque c'est une échelle logarithmique, et qu'il y a un 1,5 ici quand on résout mathématiquement, voir le cours G6 éventuellement à ce sujet. On peut aussi vous demander de calculer la magnitude du moment, qui est celle officiellement utilisée par les géologues. Alors dans ce cas, pour calculer la magnitude du moment,
il y a une formule qui vous est donnée par l'énoncé et elle dépend du moment sismique. Le moment sismique, il est relié directement aux caractéristiques de la faille en question. La surface qui a joué, le déplacement, c'est marqué ici, et la rigidité du milieu. Ça, si c'est donné par l'énoncé, eh ben, vous pouvez calculer le moment sismique et du coup après obtenir la magnitude du moment. De la même façon, quand la magnitude du moment augmente de 1, l'énergie libérée, qui est donnée en fait, qui est imagée par le MO ici, est multipliée par 30. Enfin, dernier type d'exercice susceptible de tomber au concours, ce sont des exercices qui font intervenir les mécanismes au foyer. Alors ici, il suffit de lire les mécanismes au foyer, du coup c'est très très simple. Et donc, récapitulons ce qu'on avait pu voir dans le cours G6. Quand le mécanisme au foyer, la sphère focale est représentée donc de cette façon-là, avec du blanc entouré de noir, nous sommes en présence d'une faille normale. On retient que la matière se déplace du blanc vers le noir, donc ici il y a une extension. La direction de la faille est donnée par ce que je montre en ce moment. Là, elle est nord-sud. Dans le cas d'une faille inverse, nous aurons un mécanisme au foyer avec du noir entouré par du blanc. Pareil, le plan de la faille, donc qui intersectionne la surface de la carte, donc la direction de la faille, est donné ici par ce que je montre. Et enfin, dans le cas d'une faille décrochante, le mécanisme au foyer représenté est différent. On a comme ça une alternance de cadrans noir-blanc, mais dans ce sens-là. Et là, la direction de la faille est soit ici, soit ici. On ne peut pas trancher a priori. Alors il y a des variabilités. Selon le pendage de la faille, en fait, c'est plus ou moins symétrique. On le voit ici, là c'est très symétrique. Là on a plus de noir ici que ici. Pareil pour la faille inverse qui est ici, avec du blanc beaucoup là et pas beaucoup là. Et des fois les failles, c'est assez fréquent d'ailleurs, peuvent être normales et décrochantes ou inverses et décrochantes. Dans ce cas on a un petit peu une combinaison de deux choses. Par exemple, une faille inverse avec une petite composante décrochante nous donne ceci. Noir entouré de blanc. Et donc ceci, mais tout décalé comme on peut le voir ici. Alors pour illustrer ceci, exemple d'application, on peut faire par exemple montrer cette carte qu'on avait utilisée dans le cours G6, où on voit plein de sismes qui sont en rouge. La limite de plaque approximative est représentée par le vert ici. Et on a plein de mécanismes au foyer. On voit que par exemple ici, on a un mécanisme au foyer de faille inverse avec une direction qui est ici une direction ici une direction ici. On en a plusieurs, on en a à cet endroit, on en a à cet endroit, on en a à cet endroit aussi. Donc ça, on peut le représenter. Là, on a donc des compressions comme ceci, qui génèrent donc des directions de faille comme indiqué précédemment. On peut voir que nous avons aussi, donc là c'est la zone de subduction de la mer Égée ici. On peut voir que nous avons aussi, je disais, donc des mécanismes de faille normales. Par exemple ici du blanc entouré par du noir, ici pareil, ici pareil. Je peux les représenter ici. Donc, la direction de la faille comme ça, du coup les contraintes extensives dans ce sens, la direction comme ça, du coup les contraintes extensives dans ce sens. Et nous avons aussi ici des failles décrochantes. Alors là, il faut raisonner. Est-ce que la faille elle est comme ça? Est-ce qu'elle est comme ça? Là, je l'ai mise comme ça. Pourquoi je l'ai mise comme ça? Parce que là, en fait, il y a une grande faille que là, on ne voit pas. Mais si on poussait vers la Turquie, on verrait la grande faille anatolienne, qui est une faille décrochante et qui nous dit donc que la faille étant comme ceci, là, il faut considérer le plan de faille ici. Et donc, allant du blanc vers le noir, nous avons ici une faille décrochante qui est dextre du coup. Voilà comment on utilise les mécanismes au foyer. Ultime petite remarque, il faut quand même faire attention, les mécanismes au foyer sont tout le temps vus en carte, donc vus de bas en fait, ou vus de haut si on veut simplifier. Il est peut-être possible aussi d'avoir des mécanismes au foyer vus de côté, notamment quand on vous présente des plans de Wada-Tibeniev. Dans ce cas, par exemple ici, là j'ai une faille normale, du blanc vers le noir, là on la voit la faille normale. Lui il est en train de descendre, lui est en train de monter. Le mécanisme au foyer vu du bas, c'est ce qui est là. L'œil est ici. Et vu de côté, c'est ce que je regarde en ce moment, j'ai comme une faille décrochante. Mais là, c'est vu de côté, donc là, c'est bien une faille normale. Sur un plan de Wada-Tibeniev, du coup, si vous avez des failles inverses, vous aurez plein de choses comme ceci, mais avec du noir, blanc, qui se succèdent.